Apple. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, c'est peut-être le début de la fin de l'une des grandes énigmes judiciaires de ces dernières années. Oui, je veux parler de l'affaire Chevaline. Pierre Bellemare en aurait fait d'ailleurs probablement un récit formidable. Le 5 septembre 2012, 4 personnes sont retrouvées assassinées au bord d'une route forestière de Haute-Savoie. Depuis cette date, la justice a enquêté tous azimuts, ouvert de multiples pistes, entendu des centaines de personnes, mais jusqu'à présent, sans succès. Eh bien, une nouvelle hypothèse semble être désormais privilégiée par les enquêteurs. C'est ce que révèle le Parisien aujourd'hui en France. Celle d'un tueur fou qui aurait agi sans raison et sans mobile, mais qui aurait un profil extrêmement particulier. Écoutez bien, il s'agirait très probablement d'un militaire des forces spéciales. C'est ce qu'affirment Ronan Folgoas et Damien Delceni. La justice a en effet déterminé que le tueur avait tiré une série de 21 coups de feu en l'espace de 90 secondes. Une reconstitution a d'ailleurs eu lieu dans une base militaire avec 3 tireurs différents de niveaux différents. Conclusion, l'acte serait l'œuvre d'un auteur d'un sang-froid extrême et d'une grande habileté dans le maniement des armes. D'autre part, il apparaît que le tueur aurait été formé à une technique réservée à une frange très restreinte de tireurs professionnels, le tir fichant. Or, en France, seuls les membres de la DGSE, de la DGSI et du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine le recevraient de manière non officielle à un enseignement de ce type. Il pourrait aussi s'agir d'un militaire suisse où ce type de formation est également dispensé. En tout cas, ces nouveaux éléments réduisent considérablement le champ des suspects, ce qui signifie que nous apprendrons peut-être un jour le nom du coupable et la vérité sur l'un des faits divers les plus incompréhensibles de ces dernières années. Vous m'intriguez avec votre tir fichant, c'est le tir des chasseurs, ça, le tir vers le sol. Alors, je ne suis pas un expert en matière de tir, mon cher Dimitri, et je m'en excuse auprès de vous. En revanche, auprès des auditeurs d'Europe 1. En revanche, la politique, ça c'est votre rayon, et on y passe tout de suite. Avec les membres de LFI qui rêvent en ce moment justement de tirs fichants sur leurs petits camarades socialistes. Avec leur décision de ne pas censurer le gouvernement, les socialistes ont effectivement déclenché la guerre des gauches, explique Le Figaro. Dès lors, les menaces fusent. Les insoumis promettent d'envoyer lors des prochaines législatives des candidats face à tous les socialistes qui n'auront pas censuré. Tout cela renforce le scénario redouté par beaucoup à gauche, écrit Pierre Lepelletier, le retour des deux gauches irréconciliables dans la perspective de 2027. La politique, c'est aussi Sarah Knafo qui a droit à la une du JD News cette semaine, l'hebdomadaire du groupe Lagardère qui consacre un long dossier à la violence des mineurs. La députée européenne, qui est aussi ancienne magistrate à la Cour des comptes, y prône des solutions radicales. Suppression de l'excuse de minorité, peine plancher et fermeté absolue. Alors cette question à présent, Richard Ferrand sera-t-il le prochain président du Conseil constitutionnel ? Eh bien, en tout cas, c'est le candidat que s'apprête à proposer Emmanuel Macron, rappelle l'opinion. Seulement, sa légitimité est loin d'être évidente à tout le monde, et il doit d'ailleurs passer l'épreuve de l'Assemblée nationale et du Sénat, où il pourrait être empêché si les 3/5 des membres des commissions des lois s'y opposaient. C'est ce que rappelle Marie-Amélie Lombard-Lathune. En fait, un constitutionnaliste résume l'affaire de manière un peu lapidaire. Le degré d'acceptabilité de Ferrand est tributaire de l'envie d'emmerder Macron. C'est-à-dire si rien n'est joué pour l'ancien président de l'Assemblée nationale. Enfin, autre nomination en suspens, qui pour succéder à Martin Fourcade à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver des Alpes françaises en 2030. L'ancien champion du monde, l'ancien champion olympique de biathlon et champion du monde aussi d'ailleurs, a finalement jeté l'éponge, poussé vers la sortie par Renaud Muselier et Laurent Wauquiez, qu'il trouvait vraiment trop à gauche, ce que raconte le Parisien aujourd'hui en France. Alors selon Sandrine Lefebvre, les regards se tournent désormais vers Edgar Gros-Piron. On dit bien Gros-Piron. Alors, son nom ne dira peut-être rien aux plus jeunes d'entre nous. Gros-Piron, mon cher Dimitri Vernet, fut un flamboyant champion olympique de ski de boss aux Jeux d'Albertville en 1992. Vous n'étiez pas né. Du tout. Aujourd'hui, toujours installé en Haute-Savoie, il est proche des instances du CIO. C'est un type qui garde la tête froide, il va en avoir besoin. Déjà en 1992, répondant à un journaliste qui l'interrogeait sur le trac qu'il devait ressentir avant une finale olympique, il avait eu cette réponse définitive. Vous savez, pour moi, la pression, c'est de la bière. Bon, alors,
Je sais que c'est du Yodel, que c'est autrichien, que ça n'a rien à voir avec c'est montagnard. Oui, voilà, mais on y est. On est en altitude. Voilà, ça sent bon. Mais cette descente de Gros Piron, moi j'étais devant la télé, c'était fabuleux. Vous étiez née, Anissa? 3 ans et demi. Oui, j'étais très jeune. J'étais devant la télé très jeune. Non, vous l'avez vu en replay bien des années après, c'est ça? Non, je l'ai vu en direct. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1, comme chaque matin, à 9h moins 20.